entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Casse du siècle au Louvre, note de la France dégradée, Macron, la France qui sombre. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, François Facetta, Action Indirecte, Franz Ambroche, Philippe Bohen, Simone Bénédicte et Michel Repost. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis, surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Le cornu et le poireau. Non, je ne commence pas mon entretien par la rubrique Fantaisie. Sébastien Lecornu est allé au marché de Vernon ce samedi 18 octobre et il a acheté un poireau. Attendez là, le monde est à feu et à sang et c'est là votre premier titre, pourriez-vous m'écrire? Oui, car cette séquence de communication mijotée aux petits oignons par les cerveaux malades de la Macronie nous dit tout de ceux qui nous gouvernent, oui, des malades qui nous gouvernent. Sans protection particulière, il veut se montrer comme un Français normal. C'est l'image, en tout cas, qui est renvoyée. Opération Poireau. Le service com a scénarisé le cornu au marché de Vernon. Veste, pull, pantalon défraîchis, Poireau émergent du cabas. Reportage de Paris Match ciblant les ménagères de plus de 50 ans. Prochaine manipulation, un sondage bidon sur le fort bond de popularité de Sébastien Lecornu. Comme dirait Le Poudré, c'est stupéfiant. La France s'écroule et pour nous divertir, dans le sens étymologique, c'est-à-dire détourner notre regard des mauvaises nouvelles. La Macronie organise des sketchs type Groland, Le Cornu, Le Poireau sur le marché pour séduire, paraît-il, les Français. Mais c'est d'une telle déconnexion, c'est tellement grotesque et puis surtout tellement méprisant que je n'arrive même pas à comprendre qu'ils osent encore ces types de propagande. En face de nous quand même, ce sont de grands malades. Le moine soldat Lecornu sapait comme un as de pique avec quelques poireaux sur le marché de Vernon. Même la com est nulle. Pour faire peuple, on nous vend une mauvaise caricature. Il manque plus que la Renault 25 et les gitanes maïs. Ils sont minables jusqu'au bout. Macron pense-t-il vraiment qu'il va nous faire poireauter longtemps avec ce sketch de Lecornu? Et pendant ce temps, dans le monde réel, S&P abaisse la note de la France à A+, incertitude élevée sur les finances publiques. Heureusement que le Parti socialiste et LR ont assuré la stabilité du gouvernement Macron 12. La stabilité du désastre, en effet, ça compte. Et quelle est la raison de cette chute? La suspension de la réforme des retraites est un facteur d'incertitude. Charles-Henri Gallois. S&P ne pouvait évaluer la situation de la France que le 28 novembre 2025. C'est donc une dégradation hors du calendrier prévu. Il s'agit sans doute d'un avertissement du fait de l'instabilité politique d'un gouvernement sans majorité, de la possible suspension de la réforme des retraites et d'un budget socialiste de hausse de la fiscalité et des dépenses publiques. Ne nous trompons pas, le principal responsable, c'est bien Emmanuel Macron, qui en refusant de partir crée de l'instabilité, le chaos, et il nous met de plus en plus dans les mains du marché. Macron, en refusant de démissionner, a coûté à la France environ 20 milliards d'euros. Vous vous en souvenez, c'était même Thierry Breton qui l'affirmait. La hausse des impôts couvre à peine ce que nous coûte Macron. Vauquier a refusé de censurer le cornu. S&P abaisse la note de la France. Instabilité Macron et suspension de la réforme des retraites. Le chaos Macron nous ruine. Ne croyez pas que c'est une exagération, une hyperbole. Nous sommes au bord de l'abîme et plus on attend, plus nos mains vont être liées par les marchés financiers qui vont être de plus en plus exigeants et qui vont nous demander de plus en plus des sacrifices insoutenables. Et pourtant, les solutions existent. Il suffit de tailler dans les dépenses publiques inutiles, j'y reviendrai, sortir de l'euro, Frexit donc, et relancer la machine économique en baissant les taxes et les impôts pour les petites et moyennes entreprises. Et que veulent nos dirigeants? Que veulent-ils faire? Quelle est leur politique? Exactement l'inverse. Ils vont augmenter les impôts des Français, donc mécaniquement une baisse de la consommation et augmentation des faillites.
Ils veulent également augmenter les dépenses publiques. Oui, le budget Le Cornu augmente la dépense publique. C'est complètement fou. Écoutons les socialos. On n'a pas sauvé le gouvernement, on l'a fait plier, affirme la députée socialiste. Je vous raconte pas l'élément de langage du Parti socialiste tout pourri sur comment ils ont fait plier Macron. Ce dernier est plié de rire en découvrant le dernier communiqué de Bruxelles qui rappelle que la réforme des retraites devra être appliquée au risque de sanctions financières. Et j'ai envie d'ajouter, mon cher Phil, comment peut-on avoir des députés aussi ahuris? L'exemple de la Grèce, tenu par les marchés financiers. Grèce, les députés se prononcent sur la possibilité d'une journée de travail de 13 heures. Une journée de travail de 13 heures? La Grèce, un pays écrasé par une dette colossale, 171% du PIB, après avoir vendu presque tout ce qu'elle possédait de valeur, entreprises, ports, banques, réseaux énergétiques, veut légaliser l'esclavage moderne, la journée de travail de 13 heures. Je ne doute pas que cela inspirera d'autres dirigeants désastreux qui ont conduit leur pays à la ruine. La journée de 13 heures, voilà la solution. Vous faites une pierre deux coups, car vous réglez en même temps le problème des retraites. Et oui, si vous travaillez 13 heures par jour, votre espérance de vie va retomber, comme au 19e siècle, en dessous de 60 ans. Quant à la France, elle est rattrapée par la patrouille européiste. Nicolas Dupont-Aignan. Du jamais vu, du jamais vu. L'Union européenne, la Commission de Bruxelles de von der Leyen, menace la France de ne plus verser les fonds européens si elle n'applique pas sa politique sur les retraites. Du jamais vu parce que les fonds européens, c'est l'argent des Français. Puisque la France est contributeur net. Ça veut dire que la France, chaque année, donne 10 milliards de plus à l'Union européenne qu'elle ne reçoit. Donc quand on reçoit de l'argent, c'est l'argent des Français qui a transité par Bruxelles. Et l'année prochaine, on va augmenter de 5,5 milliards. Et ça, on ne vous le dit pas. On réduit le remboursement des médicaments pour donner plus d'argent à Mme von der Leyen. Alors moi, je propose une mesure très simple. Il faut suspendre tout versement à l'Union européenne. Et vous allez voir que la baudruche von der Leyen va se dégonfler. Car les Français... Eh oui, l'Union européenne envisage de retenir des fonds pour les pays qui ne réparent pas leur système de retraite. Bruxelles craint que le vieillissement de la population européenne ne provoque des crises budgétaires si les pays membres ne s'attaquent pas à des systèmes de retraite non viables. Et bien entendu, nous voyons débarquer le service après-vente de Pustula, les européistes qui nous expliquent que la retraite, ce n'est pas 64 ans, c'est 67 ans. C'est le projet d'Édouard Philippe, vous le reconnaissez, de Pustula donc, et des marchés financiers. Pour cacher ce désastre, Macron a son prix Nobel, un macroniste complètement allumé. Alerte Philippe Aghion, prix Nobel, condamne l'appel à la démission d'Édouard Philippe. Il doit énormément au président, il a été Premier ministre, c'est inacceptable. C'est le nouveau prix Nobel d'économie ou le porte-flingue d'Emmanuel Macron? Vous ne trouvez pas que cet aglion n'est pas un aigle? Parce qu'à chaque passage télévisuel, on a l'impression de voir un atrabilaire. Il éructe, il insulte, il tape du poing sur la table. Et détail croquignolesque, ce prix Nobel parle assez peu d'économie. En même temps, le peut-il? C'est le type qui a conseillé Macron de faire 1500 milliards de dettes. Un tocard comme les autres. Jacques Sapir. Vous ne connaissez pas Aghion? Il est surnommé Filet Mignon à la Bird, pour la lèche éhontée qu'il faisait aux autorités et pour sa propension à intervenir sur tout et n'importe quoi. Mais il a reçu un prix Nobel, me direz-vous. C'est peut-être cela qui est le plus effrayant. Macron a-t-il magouillé pour nommer son conseiller 1500 milliards de dettes, prix Nobel? Moyennant quoi? C'est là où il faut peut-être trembler. Et puis, pourquoi a-t-il fait cela, le poudré? Pour faire le kéké, une fois de plus, je suis conseillé par un prix Nobel? Acheter un prix Nobel pour avoir un argument d'autorité à la télévision, j'ai l'impression que Macron, en effet, il en est là. Un peu comme le cornu et son poireau. Pathétique. Et pendant ce temps, dans la vie réelle. Voilà que Paris est en soins intensifs. Du Portugal à l'Italie, les anciens cancres de l'Europe se moquent du bourbier budgétaire français. Vous avez donc maintenant compris la stratégie de Macron. Il a obtenu un prix Nobel pour faire écran de fumée pour cacher le désastre que la France est le cancre de l'Europe.
Et pendant ce temps-là, nous n'avons toujours pas de budget. Le gouvernement Lecornu espère-t-il une obstruction de la part de ses propres députés pour faire en sorte de voter le budget à grands coups d'ordonnance? Tanguy. Pour perdre du temps. D'ailleurs, j'ai une petite information. J'ai appris que pour que ce soit voté dans les délais, on s'est tous engagés à respecter le nombre d'amendements. Oui. Plus il y a d'amendements, plus il y a de risques que ce ne soit pas voté. Et bien, devinez qui n'a pas respecté ce nombre d'amendements. C'est même pas les insoumis pour une fois, c'est les membres du Bloc central. Eh oui, le gouvernement s'apprête à saboter le budget 2026 à grands coups d'amendements. Et ainsi, ils pourront légiférer à coups d'ordonnance. Et cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'elle a reçu le renfort d'un homme de poids. Gérard Larcher menace le Parlement de bien faire les choses, sinon il rappelle que le gouvernement pourra diriger par ordonnance le budget 2026. Voilà, avec Macron, c'est le chaos financier, institutionnel et démocratique. Une chute annoncée. D'ailleurs, cette situation n'est pas sans rappeler l'épisode des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez comment on était sorti de ce blocage? Y croyez-vous à la théorie de l'incendie accidentel pour Notre-Dame de Paris? C'est cet incendie accidentel, entre guillemets, qui avait permis à Macron de s'en sortir. Une maléfique surprise en somme. Nous sommes dans une situation un peu identique. Tout est bloqué et le casse du siècle au Louvre. Braquage au Louvre, 4 minutes chrono, un monte-charge, une disqueuse et les bijoux de Napoléon envolés à 2 pas de la préfecture de police. Pas un coup de feu, pas une alarme. Quand un pays n'arrive plus à protéger son histoire, il ne protège plus rien. Et circonstance incroyable, les cambrioleurs ont agi calmement, sans précipitation. Image CNews. Voir les images apparaître à l'écran, on voit donc un individu qui est donc bel et bien... Il y a donc un type avec un gilet jaune qui est en train de dérober des joyaux de la couronne française au musée du Louvre un dimanche matin à 9h30. Ah, ce gilet jaune, quelle coïncidence, ne trouvez-vous pas, à devenir complotiste? Et que de similitudes avec l'incendie de Notre-Dame. Vous vous en souvenez, Macron ricanait avec Édouard Philippe devant les cendres chaudes de Notre-Dame. Et là, rebelote. Le Louvre, Notre-Dame, toujours ces visages rigolards. Ils n'ont pas l'air d'être trop affectés. Il y a de quoi vraiment devenir complotiste. Surtout lorsqu'on a étudié, comme moi, les techniques de propagande. On apprend qu'il faut chasser les mauvaises nouvelles, par exemple sur le budget ou la dégradation de la note de la France, par une information spectaculaire. Et ces informations spectaculaires sont généralement créées de toutes pièces. Je vous renvoie d'ailleurs à ma page internationale. Mais en même temps, le casse du Louvre est accablant pour Macron. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections. Quand Le Poudré présentait il y a 8 mois son plan Nouvelle Renaissance pour le musée du Louvre. Et pourquoi Le Poudré était venu communiquer sur ce sujet au Louvre? Eh bien, c'était pour masquer un rapport qui expliquait l'état déplorable du plus grand musée du monde. Le cambriolage au musée du Louvre est une affaire d'État. Il y a 3 ans, un rapport alarmant a été posé sur le bureau de Macron à l'Élysée, qu'il a bien évidemment enterré. Le Poudré pris donc en flagrant délit de communication. Le musée du Louvre se délabre, sa sécurité n'est plus assurée, et hop, Le Poudré arrive. Je vais faire une com pour dire que je vais tout arranger. Mais derrière la com, du vent. Comme pour Mayotte, Marseille, la délinquance, la réindustrialisation, l'hôpital, l'école et j'en passe. La réalité sur BFM. J'ai les éléments. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas mettre en danger mes sources, mais il y a eu, sur la porte-fenêtre qui a été ouverte, il y a un mois à peu près, il y a eu une alerte, problème, il y avait un problème, elle ne marchait plus, enfin ça déclenchait des alarmes intempestives et elle a été coupée ensuite. Donc est-ce qu'elle a été coupée à ce moment-là? Je n'ai pas la preuve. Le système de sécurité était défectueux depuis un mois et la direction du Louvre n'en avait rien à cirer. Il faut dire que la direction du Louvre avait une autre priorité que la sécurité. Il fallait faire du palais du Louvre la maison du Poudré, qu'il puisse recevoir et s'amuser. Ce n'est pas une blague. Le Canard enchaîné avait révélé il y a 7 mois les travaux fastueux, presque 500 000 € pour une salle à manger et une cuisine, lancés par la direction du Louvre pour recevoir des hôtes de marque, notamment les Poudrés. Il aurait peut-être fallu les utiliser pour la sécurité. Mais qui a pu effectuer ce genre de choix? Vous en doutez.
des macroniais, ou plus exactement des macroniaises. Braquage, pas assez de moyens pour sécuriser les fenêtres au châssis en bois du Louvre. Laurence Descartes, première femme de l'histoire à diriger le musée, a préféré privatiser un ancien café public du Palais pour elle et son équipe qui nécessitait des travaux pour réouvrir coûtant 500 000 euros. Arrivée en 2023, Laurence Descartes avait nommé en 2024 Dominique Buffin, également première femme de l'histoire à occuper le poste de responsable de la sécurité du Louvre. Et qu'il n'y ait pas de méprise entre nous, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas le problème. Ce qui me gêne, c'est l'argument première femme, alors qu'on devrait dire la meilleure spécialiste ou le meilleur spécialiste ont été nommés au Louvre. Et on a l'impression que ce n'est vraiment pas le cas. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la fenêtre où il y a eu le cambriolage. En même temps, me direz-vous, elles ont été nommées par Emmanuel Macron. Madame Descartes est une brillante professeure en histoire de l'art. Mais pour gérer le Louvre, elle a montré son incompétence. Le Louvre s'est délabré sous sa direction. Quant à Buffin, son amateurisme étonne. Le résultat de tout ça. Le vrai bilan du casse du Louvre, 8708 diamants, 34 saphirs, 38 émeraudes et 212 perles dérobées. Un butin taillé pour la revente au détail. À moins que cela soit une commande pour milliardaires, on m'a confirmé que c'est une commande. Ils sont financés par quelqu'un, probablement des multimilliardaires, pour faire ce genre de choses. Ou peut-être qu'on est dirigé par des nuls qui mettent des nuls partout et tout devient une passoire. C'est une hypothèse à ne pas écarter tant les cambriolages et les profanations se succèdent en France. François Asselineau, le vol du Louvre n'était pas le seul. On apprend qu'une bande organisée de 3 personnes a volé 7 pépites d'or exceptionnelles, dont une de 5250 grammes, au Muséum d'histoire naturelle le 16 septembre. 6 kilos d'or ont été volés donc pour une valeur de 600 000 euros. Mais leur valeur historique et scientifique, elle, est inestimable. Et surtout, n'oublions pas nos églises pillées et profanées au quotidien. Saint-Hilaire du Harcouët, dans la Manche, a été profané. La statue du Sacré-Cœur de Jésus a été retrouvée brisée en 1000 morceaux au sol. Et comme un signe, il ne restait debout qu'une main, avec l'index pointé vers le ciel, a observé sidéré le père Benoît Lemieux. C'est peut-être le moment de rappeler que Wauquiez a sauvé le gouvernement Lecornu, a sauvé Macron, les responsables de ce désastre. Maxime Michelet, député UDR. Tous les mois en France, des églises sont vandalisées et cambriolées. Et aujourd'hui, c'est le plus grand musée du monde, dans l'une de ses galeries les plus fameuses, qui est cambriolée. Donc tout ça, non, c'est pas la faute à pas de chance. Tout ça, c'est la conséquence d'un laxisme sécuritaire, tout d'abord. Aujourd'hui, donc, nous avons des joyaux inestimables de notre histoire qui vont tout simplement être démontés, être dispersés, être définitivement perdus pour notre histoire parce que nous n'avons pas fait les bons investissements. Je crois que nous avons résumé toute la politique culturelle d'Emmanuel Macron. Le Louvre, pour Macron, eh bien, c'est un décor pour être sacré en 2017. C'est un décor pour faire le kéké lorsqu'il reçoit des présidents étrangers. Mais en tant que musée, il n'en a strictement rien à faire. Cette absence de sécurité est hallucinante. À Londres, les bijoux de la monarchie sont protégés par des gardes armés à la Tour de Londres. En Chine, l'armée de terre cuite du Xi'an est protégée par des gardes, des policiers et des militaires. On voit ainsi la différence entre le pays où le passé est sacré et la start-up nation macroniste où protéger les trésors nationaux n'est pas une priorité. En France, par ailleurs, qui est en sécurité à part les macroniers et leur armée de barbouzes? Ah si, j'oubliais, les poules de Braun-Pivet. En France, les poules de Braun-Pivet sont mieux gardées que notre patrimoine inestimable, les bijoux du Louvre. C'est ça la Macronie, tout pour elle, rien pour la France. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, Braun-Pivet, qui est au perchoir de l'Assemblée nationale, a demandé à l'élite des CRS de nourrir et de veiller sur ses poules pendant qu'elles partaient en vacances. Rachida Dati et ses éléments de langage. Rachida Dati tente de justifier sa nullité en direct. Le braquage a duré 4 minutes, ils sont entrés très tranquillement. Il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Il faut surtout adapter la France aux nouvelles formes d'incompétence. Il faut dire Rachida Dati à la culture, c'est presque oxymorique.
Et puis cette formule, nouvelle forme de criminalité, alors que je vous ai présenté un braquage à l'ancienne, bande d'amateurs. Stéphane Bern sur le cambriolage du Louvre. C'est un terrible échec. Beaucoup de gens vont devoir s'expliquer. C'est le symbole d'une forme d'effondrement, d'une France qui est, d'une certaine manière, en perdition. C'est très juste. Mais pourquoi le Bern est-il un ami de Bribri et de Manu ? Il faudrait un peu plus de cohérence. Quant à Macron, vous le savez, il y a Notre-Dame, le Louvre, et il s'attaque à la France. Pour finir cette séquence Louvre, un dessin légèrement mélancolique. Braquage du Louvre. Ils sont partis par là. Magnifique. Pour arriver à un tel résultat, Macron a bénéficié d'un réseau de complicité, et notamment les bobos progressistes d'extrême gauche. Annulation du banquet du canon français au château des Pairs en Ille-et-Vilaine. Le château des Pairs a annulé le banquet prévu du 7 au 9 novembre, organisé par le canon français, une société événementielle partiellement financée par l'homme d'affaires Pierre-Édouard Stérin, jugé proche de l'extrême droite. Une pétition de plus de 600 signatures dénonçait un tremplin à l'extrême droite en Bretagne. Face à la polémique et une mobilisation annoncée, la direction du château a préféré renoncer, invoquant la sécurité de ses 80 salariés, dont certains auraient été déjà pris à partie. Le domaine déplore un climat d'agressivité et regrette que le dialogue n'ait pas précédé la pétition, rappelant que l'annulation a des conséquences économiques lourdes pour un établissement privé et indépendant. En France, donc, on vous interdit de participer à un banquet apolitique car un investisseur serait d'extrême droite. La gauche fanatique et intolérante fait régner la terreur avec la bénédiction des autorités. Mais heureusement, cela ne va pas trop durer. Les Français se réveillent. Le canon français ce week-end, merci les Bourguignons, vous avez été formidables. On remet ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le canon français, des vidéos de présentation dans ma description. Attention, cela donne envie. Ah, les héritiers des 68 arts, ces progressistes gauchistes interdisent désormais tout ce qui représente la France. Vous vous en souvenez, en 68, leur slogan « Interdit d'interdire ». Quelle ironie! Le canon français a été interdit en Bretagne. Mais les haineux gauchistes ont été battus où? Eh bien, chez les Bourguignons. Bravo! Ne plus subir, ne plus se laisser faire. Et en Corse, ils ont peut-être un temps d'avance sur le continent. Les autorités macronistes ont voulu démonter une croix dans un village corse à la demande d'une nouvelle arrivée musulmane. Immédiatement, les Corses ont décidé d'installer 100 croix supplémentaires dans l'île. Les Corses ne se soumettront jamais au fascisme antichrétien. Magnifique. Pour retrouver notre belle France, il ne faut plus se soumettre. C'est simple, il faut relever la tête et dire non. Sinon, c'est la tonte et on subira les lois macronardes. À Andernos-les-Bains, Karine, dont la maison est squattée, est mise en garde à vue suite à une plainte de son squatteur. Karine hérite d'une maison et doit la mettre en vente pour régler les frais de succession. La vente est bloquée par la présence d'un squatteur. Les démarches d'expulsion échouent. Le préfet dit qu'il ne peut rien faire en l'absence d'effraction. Le squatteur porte plainte prétextant avoir été molesté lors d'une opération qui aurait été orchestrée par Karine. Karine est alors mise en garde à vue pour association de malfaiteurs, passible de 10 ans de prison. Finalement, la maison est vendue au rabais, le nouveau propriétaire se chargeant d'expulser le squatteur. Chez les macronards, les voyous sont privilégiés, c'est factuel. Que Retailleau, monsieur Ordre paraît-il, ait été incapable de réviser le droit lié aux squatteurs en dit long sur ces politiciens exclusivement intéressés par la com et non par la protection des honnêtes gens. Les LR des cire-pompes de Macron, ce n'est pas un scoop. Et puis, il ne faudrait pas oublier les socialistes, notamment celle-ci, que j'ai déjà présentée en début d'entretien. Aïda Azdizadeh, PS, se plaint que les bobos de sa circonscription l'accusent d'être en quelque sorte la supplétive d'Emmanuel Macron. Et elle nous dit sans rire que les socialos vont amender le budget. C'est fini de prendre les Français pour des crétins, avec l'Europe qui exige la retraite à 67 ans, qui nous ordonne de tailler dans nos dépenses sociales. Stéphanie Ritz prévient qu'on risque de ne plus avoir de sécurité sociale. On a un budget compliqué, tout le monde sait. Si on ne diminue pas notre déficit de 17 milliards, on risque de ne plus avoir de sécurité sociale.
Indice au hasard, si vous baissiez les dépenses. Et pourtant, c'est assez simple, hein. Il faut cesser de financer l'accueil des clandestins, des mineurs isolés, taper dans l'éolien, taper dans les comités de Théodule et surtout supprimer l'État socialiste. La prochaine étape, d'ailleurs, est annoncée par tous ces macroniers européistes. Cette femme est professeure d'économie à la Sorbonne. Elle vient de dire que les Français ont de l'épargne qui sécurise le budget de l'État. Le journaliste lui répondant que c'est leur argent. Rassurez-les, elle explique que oui, c'est leur argent, mais on peut aller le chercher. Ces gauchistes sont dingues. Ils veulent nous ruiner pour conserver leurs privilèges. Elle est prof d'économie. C'est vraiment inquiétant. Et en plus, c'est certainement un ballon d'essai. International, Macron, carpette, une fois de plus. La France n'oublie pas ce jour sombre. Emmanuel Macron appelle à dépasser la crise franco-algérienne à l'occasion de la commémoration du 17 octobre. L'Algérie garde 2 Français en otage et ignore ostensiblement les demandes françaises. Que cela ne tienne, le poudré se repent une fois de plus. La seule chose que Macron a réussi dans toute sa carrière diplomatique, c'est de nous faire honte. Allez, direction l'Est, là où des hommes en ont. Pacte migratoire, l'Europe centrale se rebelle contre Bruxelles et Berlin. La Pologne de Karol Nawrocki tourne le dos au pacte migration et asile imposé par Bruxelles. Dans son sillage, la Hongrie, la Slovaquie et bientôt la Tchéquie resserrent les rangs contre Pustula. Ensemble, les pays du Visegrad assument leur souveraineté face à Berlin. Pour paraphraser une célèbre publicité, on veut les mêmes à la maison. Bulletin numéro 260 de Xavier, ne le ratez pas, et notamment les cartes des opérations terrestres. Et Xavier a un message. Une soirée incroyable en perspective, puisque là aujourd'hui on fête les 20 ans de RT. Donc il y a eu une petite cérémonie, un petit rappel des meilleurs moments de RT depuis 20 ans. Et puis là, on attend Vladimir Poutine au théâtre du Bolchoï. Voilà, vous pouvez voir autour de moi. Tout ça, c'est le Bolchoï théâtre. On attend Vladimir Poutine. Vladimir Poutine donc a félicité les employés de RT pour le 20e anniversaire de la chaîne lors d'une conversation avec l'animateur Salam Mosafir. Bon anniversaire donc. La guerre à l'Est est-elle en train de se terminer ? Il y a plusieurs indices qui pourraient nous pousser à l'optimisme. Liman en première ligne à suivre. Oui, les troupes russes seraient proches de Liman. Quant à Zelensky, son retour des États-Unis ne s'est pas très bien passé. La tête des très très mauvais jours pour Zelensky. Zelensky ressort sonné, totalement bafouillant de son entrevue avec Trump vendredi. Il n'a strictement rien obtenu et surtout pas les missiles l'ont porté. Il est KO debout car il comprend que ses maîtres européistes lui ont raconté des salades. Il devra aller vers la négociation et la paix ou disparaître totalement. Excellente nouvelle pour la paix. Eurofaucon en PLS ce soir. Et en Europe, la fête est finie. La raison ? Eh bien, ce schéma. Les USA ne donnent plus $1 à l'Ukraine depuis fin 2024. Et l'Europe n'a pas les moyens de remplacer les USA. Vous remarquez qu'entre janvier et juin 2025, l'Europe a essayé de remplacer les Américains, mais entre juillet et août 2025, c'est l'effondrement. Orban. Qu'est-ce qui freine l'économie européenne ? La guerre, par Viktor Orban. 180 milliards de dollars sont envoyés dans un conflit, tandis que l'économie européenne peine à avancer. La guerre épuise les ressources et freine la croissance. La paix est la seule voie possible. C'est pour cela d'ailleurs que Viktor Orban organise une rencontre de paix entre Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump. Marco Polo, un accord de paix Ukraine-Russie pourrait contenir les éléments suivants. Kiev cède à la Russie le dernier morceau de l'oblast de Donetsk, encore contrôlé, environ 25%. En échange, le Kremlin cède les territoires qui ne sont pas dans ces oblasts. Une voie vers une paix négociée dans quelques semaines à Budapest, qu'elle camouflée pour le poudrer et Pustula définitivement hors jeu. Quelle reconnaissance et victoire pour Viktor Orban et Vladimir Poutine. Ainsi va l'histoire, celle qui est écrite par les dirigeants matures ayant une vision. Et pour finir, cette page internationale. Je vous ai dit en ce début d'entretien que dans la guerre de l'information, il fallait inventer une nouvelle spectaculaire de propagande menteuse pour masquer une mauvaise nouvelle.
un exemple parmi 100. Ça y est, la Commission européenne passe aux aveux. En septembre, l'avion de Pustula en Bulgarie n'a pas vu son GPS être brouillé par la Russie. Il n'y a pas eu d'ingérence russe finalement. Ils ont prétendu l'inverse partout et les médias en avaient fait des tonnes. Ils mentent sur tout, tout pour vendre la peur et la guerre. Il faut chasser ces menteurs pathologiques et sortir de l'Union européenne au plus vite. Au fait, pourquoi nous ont-ils brouillé l'écoute avec le GPS de Pustula ? Pour cacher que Pustula, lors de sa tournée à l'Est, avait été sifflé et hué. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec du Célérus pour les crises d'hystérie. Dans le vol du Louvre, une pièce d'identité vraisemblablement appartenant à l'un des braqueurs a été découverte près du Louvre. On plaisante ? Oh, à peine. Avec François Hollande, plutôt que de remettre en cause son bilan sécuritaire minable ainsi que celui de son successeur, François Hollande suggère que les cambriolages du Louvre et d'autres musées sont le fait d'une ingérence étrangère, Célérus, lunaire. À Vernon, bientôt, vous pourrez admirer cette magnifique toile du 19e siècle d'un grand peintre impressionniste, Le Cornu au Poireau. L'illusion et la réalité. Un autre grand classique, l'annulation du canon français en Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine, idem. Je vous mets dans ma description cet excellent sketch de nos amis belges. Ah oui, quand nos amis belges se moquent de Le Cornu et Léa Salamé. Cinéma, en avant-première, Le Purin, le clan des fumiers. Allez, c'est l'heure de fermer cette page fantaisie et d'ouvrir notre page hommage. Philippe de Villiers, le peuple français est en train de disparaître. Un tweet de Florian Philippot. Magnifique conclusion de la grande interview de Philippe de Villiers ce matin dans le JDD. Mais surtout, le transfert de la souveraineté a rendu la politique dérisoire. C'est pourquoi je recommande qu'on réfléchisse au Frexit. Il me paraît aujourd'hui indispensable et même vital. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.